Bonjour à tous. Merci pour votre présence. On va démarrer la présentation. Alors, aujourd'hui, on parlera de téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. Dans un premier temps, on vous présentera la solution qu'on a utilisée et le détail de l'ensemble des bornes et des cabines qu'on a utilisées pour la téléconsultation au sein des services d'urgence. Dans un second temps, on vous présentera une expérience médecin dans le cadre de la téléconsultation. Et enfin, on vous exposera l'expérience, enfin, le retour d'expérience suite à une implémentation de bornes et de cabines de téléconsultation au sein d'un service d'urgence. Donc, pour nous présenter très simplement, je vais te laisser la parole, Elias. Oui, alors je suis le docteur Elias André, praticien hospitalier dans un service d'urgence à Musmur et également avec une activité accessoire au sein de l'équipe de Medadom sur de la téléconsultation en soins primaires. Et puis Elidan Mimouni, qui est le cofondateur de Medadom, qui ne s'est pas présenté et qui est présent avec moi. Le docteur Hassan Mikati s'excuse, son train n'a pas pu l'amener jusqu'à Paris aujourd'hui. Il devait faire son retour d'expérience côté médecin. Je vais me charger de vous le retranscrire. Concernant la déclaration des liens d'intérêt, les voici. C'est sous forme de 4 points. Donc, on déclare avoir un lien d'intérêt avec l'entreprise Medadom, dont je suis le cofondateur. Alors, dans un premier temps, il y a l'appui du tissu territorial dans le cadre de soins non programmés. Donc, on voit bien que Medadom aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de parcours de soins non programmés et place des bornes et des cabines sur l'ensemble du territoire, principalement au sein d'officines pour prendre en charge des patients à travers la téléconsultation. Nous avons deux grands types de prise en charge. La prise en charge à travers un smartphone et un site web internet qui va permettre de prendre en charge les patients. Et on a un deuxième accès à la téléconsultation à travers des bornes et des cabines qui, elles, sont placées à la fois au sein des urgences et également dans des officines. C'est ce que vous voyez ici. Donc à gauche, vous avez vraiment les bornes et les cabines qui, elles, sont munies de 6 objets connectés et vont permettre d'apporter un diagnostic de qualité pour des patients qui souhaiteraient se déplacer dans des lieux dédiés à la réalisation de téléconsultation. Merci. Alors, très simplement, les impacts concernant la téléconsultation dans le cadre de soins non programmés. La téléconsultation est un appui qui s'insère au tissu médical des territoires. Donc, la téléconsultation a pour but d'être complémentaire avec la médecine de ville et la médecine hospitalière. Elle n'a pas pour but de résoudre l'ensemble de la désertification médicale, bien évidemment, mais a un intérêt dans le cadre du parcours de soins, parfois en amont des urgences, pour éviter l'engorgement des services d'urgence et ainsi orienter les patients directement vers un accès spécialisé en amont des services d'urgence. Le docteur Mikati devait effectivement vous faire son retour d'expérience. Il a une citation qui lui tenait à cœur, qu'il m'a demandé de retranscrire. Il considère que le plaisir que l'on prend à remplir un soin en guérit la peine. Il a vraiment à cœur de consacrer, lors de ses téléconsultations, l'ensemble de son expertise médicale aux patients. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu quel est le parcours effectivement du patient lorsqu'il vient en téléconsultation. L'un des prérequis, c'est que le patient effectivement a été orienté soit par un professionnel de santé sur la borne de téléconsultation, ou il est dans une situation où il n'a pas trouvé de solution sur son territoire, et c'est là où il est dirigé. Donc sur l'une des bornes cabines ou consoles de téléconsultation.
avant qu'il soit mis en relation avec le médecin, le patient est chargé de renseigner, soit tout seul, soit à l'aide d'un accompagnant, les informations médico-légales, hein, le nom, son identité, les informations d'assurance maladie. Il remplit un questionnaire de santé rapide sur sa situation médicale où il fait état de ses principaux antécédents, l'existence d'allergies, de traitements, et il saisit son motif de consultation. Et il rentre dans la phase de connexion avec le médecin, où est affiché un temps d'attente moyen avant mise en relation, qui est constaté en temps d'attente moyen d'environ 10 minutes, hein, sur la plateforme. Puis la consultation est réalisée avec une phase que vous connaissez tous, d'interrogatoire, d'examen clinique virtuel à distance, hein. On est en capacité, grâce aux objets connectés, d'examiner en partie le patient. Bon, ça ne remplace pas un véritable examen physique, on est tous d'accord là-dessus, mais on peut déjà augmenter un petit peu l'interrogatoire à travers les différents objets connectés. Puis le médecin informe son patient du diagnostic, des éventuelles suites, de ses prescriptions, puis il peut donc donner congé au patient et prendre un temps de rédaction des documents, des ordonnances, de son compte-rendu qui est systématique. Et donc il valide sa consultation après avoir relu l'ensemble de ces documents, et ces documents sont directement transmis donc dans un espace sécurisé de la plateforme, où le patient se reconnecte, et s'il est sur une pharmacie, la possibilité de transmettre directement les documents, les ordonnances, arrêt de travail, éventuels certificats au pharmacien, qui pourra être chargé de l'impression de ces documents-là. Les dispositifs qui sont mis à disposition des patients et des médecins lors de la téléconsultation sont en nombre de 6, comme l'évoquait Lidane. Donc il y en a 3 qui sont connectés avec la petite pastille bleue à l'écran. Donc l'autoscope, le dermatoscope, le stéthoscope. Donc connecté, ça veut dire le médecin peut les activer à distance, et donc il a un retour sur son écran. Et puis il y a 3 dispositifs non connectés, où le patient est chargé en autonomie de prendre lui-même sa mesure d'oxymétrie, sa température, sa tension artérielle. Donc comme je vous le disais juste avant, ça permet d'augmenter un petit peu le simple interrogatoire et d'affiner son diagnostic à distance. Voici les exemples d'images qui sont produites à travers les objets connectés. Donc vous voyez donc un tympan normal, ou alors des visualisations d'images d'otite séreuse ou otite moyenne aiguë. Donc la production de ces images est je veux dire, de bonne qualité, nécessite quand même, de très bonne qualité, mais nécessite une bonne participation du patient ou de l'accompagnant pour guider effectivement l'orientation, notamment de l'autoscope, pour bien viser au niveau du tympan. C'est quelque chose qu'on arrive à faire avec de l'entraînement. Et lorsqu'on a l'habitude de le faire, on a une majorité de patients chez qui on voit correctement les tympans, je dirais plus de 80%. Alors, il y a en fait 2 exemples d'auscultation au niveau du stéthoscope. Alors, je vais vous demander de faire silence, on va essayer de vous faire écouter donc une auscultation cardiaque. Allez-y. Bougez pas. Ok, merci. Voilà, ça c'est un enregistrement issu effectivement du stéthoscope connecté, et là sur une auscultation pulmonaire. Donc
là, c'est aussi issu de nos données. Vous aurez reconnu facilement des 6 bilans sur ce petit passage audio. Le dermatoscope permet aussi de produire des images de qualité et de voir des lésions qu'on n'arriverait pas à voir même à l'œil nu, avec une mise au point très précise. Voilà un petit peu les résultats en termes d'examen clinique. Sur la plateforme, comme on est sur une pratique innovante, on accompagne les médecins qui pratiquent la téléconsultation au niveau de Medadom. Donc actuellement, on a plus de 450 médecins généralistes et urgentistes qui participent à l'activité, qui passent tous par un cycle de formation initiale à travers notre équipe de coordination médicale. Ils continuent sur un cycle de formation médicale continue qui a été certifié en interne, qui est éligible au DPC, qui est rendu obligatoire pour tous les nouveaux médecins et qui permet effectivement de valider les acquis et l'usage de l'ensemble de ces outils. Chaque médecin a maintenant un médecin référent dédié dont je fais partie, qui est chargé du suivi à 3 mois, à 1 an sur les pratiques médicales. Et donc il y a mise à disposition d'autres formats de formation. Donc à partir du mois de septembre, on va lancer ce qu'on appelle les LMS. Les classes virtuelles ont déjà été amorcées et donc des grandes réunions mensuelles où toute la communauté médicale se connecte en visio pour parler des actualités au niveau de la plateforme. Je vais vous évoquer également toute la démarche qualité qui a été mise en place au niveau de Medadom, qui est axée sur 6 principales priorités. On a fait la qualité, la colonne vertébrale, un petit peu des démarches au niveau de Medadom et Médic Santé, qui est l'association qui réunit, qui est la structure qui réunit l'ensemble des médecins. Donc on travaille pour la sécurité des soins et l'amélioration en continu des pratiques afin de garantir donc un haut niveau de satisfaction des patients. On respecte scrupuleusement la confidentialité de chaque consultation et le secret médical dans l'ensemble des échanges et lors de la réalisation de la consultation. On axe nos travaux sur un degré d'expertise médicale avec ce cycle de formation initiale et continue que je vous évoquais. On a à cœur de rendre l'outil disponible et accessible à tous, avec effectivement un parcours patient qui a été simplifié pour que ça soit utilisable par le plus grand nombre. Et de la même façon, côté médecin, on a un usage au niveau de la plateforme qui est rendu très simple, avec un minimum de tâches et de clics ou de tâches administratives pour le médecin. On axe aussi notre priorité sur la clarté, la rigueur, la transparence de nos activités et l'écoute et le suivi des médecins et des patients. Je vais maintenant vous parler d'une expérimentation qui a été mise en place en juillet dernier sur le groupement hospitalier intercommunal de Montfermeil, où l'implantation d'une cabine en fait, de téléconsultation à proximité du service d'urgence a permis de soulager en partie le flux de patients. Cette cabine a été installée dans une partie du hall de l'hôpital très à proximité du service d'urgence. Le parcours du patient passe par une admission soit direct sur la cabine, soit via les urgences où il voit une infirmière d'accueil. Et lorsque celle-ci ou celui-ci
identifie la situation comme pouvant relever de la téléconsultation. Le patient est ensuite réorienté sur la cabine. Ça correspond grosso modo à l'échelle de tri French 5 que vous connaissez tous dans nos échelles de tri sur nos structures d'urgence. Le patient, après, est accompagné à la borne de téléconsultation. Il s'enregistre, comme je vous l'ai évoqué juste avant, et la prise des paramètres, les renseignements médicaux, et la consultation médicale a lieu. Voilà, les ordonnances, après, sont établies. Il y a des règles qu'on a instituées en interne, notamment sur les arrêts de travail, en limitant la durée de ces arrêts de travail à 3 jours, 3 arrêts de travail par trimestre sur des demandes récurrentes, et donc un compte-rendu édité obligatoirement à la fin de chaque consultation. Les documents sont réceptionnés et vont alimenter prochainement le DMP. Voilà. Donc sur le GHI de Montfermeil, lorsque la décision de mise en place de la borne a été prise, ils enregistraient 58 000 passages là, en 2021. Cette borne a été implantée en complément d'une maison médicale de garde qui existait déjà sur leur territoire. Et ils ont identifié le besoin comme un besoin qui permettait de ne pas uniquement dépendre des acteurs locaux, et de laisser ce service en plus qui a cette souplesse de disponibilité, même en l'absence d'un médecin de garde disponible ou d'autres solutions de territoire, la borne reste ouverte. Les retours des usagers sont positifs, et donc on a eu, alors mes chiffres sont peut-être pas à jour, mais en avril, il y avait eu 505 téléconsultations à partir de cette borne. Je vous ai mis le graphique de répartition de l'âge et des sexes des patients qu'on consultait sur la borne. Donc vous voyez qu'il y a une médiane qui se situe à peu près autour de 25-30 ans, avec une répartition homme-femme à peu près équivalente. Voilà. Mais on a quand même des patients d'un certain âge, parfois assez âgés, qui consultent donc sur cette borne-là. Les motifs de consultation et leur répartition là, sont affichés. Donc vous avez en top 1 les maux de gorge, les douleurs articulaires, les diarrhées, les vomissements, la fièvre, les douleurs d'oreille, les maux de tête, maux de ventre, douleurs lombaires, éruptions cutanées, allergies, toux, fatigue, stress, anxiété, des consultations Covid-19, cystite, rhume, syndrome grippal, renouvellement d'ordonnances, piqûres, morsures, voilà, nez bouché, etc. Voilà, vous voyez, donc c'est des motifs de consultation de médecine générale, de soins primaires, et qui n'ont pas normalement leur place dans le service d'urgence. Et donc pour ces 500 patients vus en un peu plus de 6 mois, voilà, ils ont permis d'avoir un accès plus rapide à un médecin, un temps d'attente raccourci, et donc surtout une structure d'urgence qui s'est vue soulagée de ce nombre de patients. Donc bien utilisé, et en complément des parcours traditionnels, pour moi la téléconsultation ne présente que des avantages. Pour le patient, pour le médecin, sa simplicité et son accessibilité permettent de revenir à l'essentiel de la médecine, une relation humaine et directe. Voilà. Je vous laisse libre de prendre la parole. Levez la main pour qu'on vous passe le micro et on répond à vos questions. J'ai juste une question sur le nombre, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. On parle de 500 et quelques consultations en 6 mois, c'est ça? Merci. Oui. Oui, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris. On parle de 500 consultations en 6 mois? Sur la borne sur cette borne-là de Montfermeil, oui. Ça fait moins de 3 consultations par jour? Oui. D'accord. Pourquoi un taux de remplissage si faible? Parce que c'était une expérimentation qui a été lancée uniquement sur cet hôpital au niveau de Montfermeil. Après, on a d'autres bornes qui sont placées sur d'autres sites et pour lesquels on voit un nombre d'usages qui est beaucoup plus important. Après, encore une fois, les bornes et les cabines sont placées principalement dans des zones médicalisées. Qu'est-ce que veut dire zone médicalisée? C'est-à-dire ou une pharmacie ou un centre hospitalier, accompagné toujours d'un professionnel de santé qui va accompagner
accompagner le malade et qui va guider le malade à la fois pour la prise des constantes. Après, selon son autonomie, va le laisser seul face à la borne. Donc on le voit par exemple dans les pharmacies, si on a un patient jeune, assez autonome et assez technophile, il va être moins accompagné, entre guillemets, le professionnel de santé va prendre moins de temps pour le solliciter, alors que dans un hôpital, on va avoir plus de sollicitations d'un professionnel de santé. On est vraiment sur un usage qui a créé. C'est sûr que 505 consultations en 8 mois, quand j'ai découvert les chiffres, j'ai eu cette sensation on aurait pu faire plus. J'ai eu cette sensation-là aussi. Par contre, il y a quand même une vraie demande. Et quel que soit en fait, finalement l'âge du patient, on voit qu'il y a une possibilité de les réorienter là-dessus. Quand ils sont perdus dans le parcours de soins, pour leur éviter parfois 12 heures d'attente, comme c'est le cas dans ma structure d'urgence, c'est clairement une des solutions à proposer aux usagers. Voilà, ça permet clairement de soulager, je pense, les urgentistes qui peuvent s'épuiser à la longue à avoir des situations qu'ils considèrent non pertinentes pour leur pratique. Et donc la force finalement de ces cabines, c'est le réseau des 450 médecins est réparti sur l'ensemble du territoire et même sur l'outre-mer. Donc vous avez la possibilité d'une consultation à toute heure finalement. Et vous avez également 4000 dispositifs déployés partout sur le territoire. Voilà, encore une fois, avec tous ces objets connectés. Et en termes de service médical rendu, on a un service médical rendu qui est quand même équivalent dans le cadre de soins non programmés. Lorsque ces patients arrivent aux urgences, sont pris en charge par la téléconsultation versus un circuit classique où ils ont un temps d'attente beaucoup plus allongé et parfois une pénibilité sur les professionnels de soins. Alors, bien entendu, sur ces bandes-là, il y a des consultations, des motifs de consultation qui sont parfaits, idéal. Je pense à la cystite. Et il y en a qui sont impossibles. Il y en a qui sont impossibles. Une douleur abdominale qui serait toujours présente, qui s'aggraverait. Vous comprendrez bien que, d'ailleurs, ça serait étonnant qu'elle soit triée sur l'échelle 5 de l'échelle de French. Et que le patient doit plutôt être examiné. Mais dans l'usage, le médecin qui est chargé de la téléconsultation sait gérer ces choses-là, arrive à identifier, disons, les pièges et réoriente facilement. On a quelques témoignages de patients qui avaient été installés après le passage chez l'infirmière d'accueil à la borne et puis qui retournaient aux urgences. Donc ça communique en termes de parcours et ça se réajuste, quoi. On a également des protocoles en interne qui permettent directement d'orienter le patient. Alors avec les 450 médecins, les protocoles ont été émis avec le comité médical qui permet de fixer en fait des règles et d'avoir une homogénéité de prise en charge en fonction des 450 médecins. Typiquement, Elias a évoqué l'arrêt de travail de moins de 3 jours. Ça fait partie d'un des protocoles. Il y en a un deuxième qui est aussi assez significatif, c'est qu'on ne prend pas les enfants de moins de 3 ans. C'est un protocole qui a été mis en place de manière arbitraire pour éviter toute dérive qui peut être liée à la téléconsultation. Oui. Concernant, est-ce que vous avez des consultations qui se font dans des langues étrangères ou est-ce que c'est uniquement en français? Et est-ce que vous avez parfois une tierce personne qui traduit? Parce qu'on est, nous, souvent confrontés à des patients qui ne parlent pas français, qui paraguinent l'arabe, où on fait via une traduction. Et j'imagine quand il y a les consultations, ça ajoute une barrière supplémentaire. Non, on n'a pas de téléconsultation qui se font en langue étrangère aujourd'hui. Et on peut avoir un accompagnant un tiers de confiance qui va aider le patient et qui peut communiquer avec le patient. Mais on n'a pas de médecin qui communique outre que le français.
Merci, merci Elias pour cette présentation. Et encore une fois, voilà, on est également présent au Congrès des urgences pour promouvoir les bornes et les cabines de téléconsultation. Et à travers ces retours d'expérience, il y a une possibilité de soulager les urgences, de désengorger les services des urgences à travers des bornes et des cabines de téléconsultation. Donc n'hésitez pas, si vous avez des services, si vous souhaitez solliciter vos directions respectives, on est à l'écoute de tout développement et déploiement au sein des services d'urgence. Et vous pouvez directement entrer en contact avec nous sur le site internet medadom.com et venir nous solliciter. Et je remercie le docteur Elias André et docteur Mikati qui est absent, et l'ensemble de l'équipe à Medadom qui ont contribué à la présentation qui a été faite aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.